Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc c'est moi qui inaugure, qui commence cette soirée. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux ce qu'est mon métier actuellement. Donc en fait, je suis archéologue depuis maintenant 10 ans. Je travaille donc en France et je fais de l'archéologie préventive. Je vais vous expliquer un petit peu plus précisément ce que c'est. Mais voilà, je tenais à expliquer le métier parce que souvent, en fait, c'est un métier qui est assez mystifié. On va dire qu'on a plein d'images au niveau de l'archéologie, notamment les films. Par exemple, on connaît le célèbre Indiana Jones, ou dans les jeux vidéo, on a encore Lara Croft, l'archéologue. Donc là, j'ai mis un petit schéma rigolo, quoi, mais on est souvent assimilé aux chasseurs de reliques, ou quand je discute avec des gens, ils me disent « j'ai toujours voulu faire ça quand j'étais petit ». Et voilà, je voudrais vraiment présenter le métier, concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui en France dans l'archéologie. Donc moi, je travaille dans le cadre préventif. Donc pour faire cette présentation, je vais revenir un petit peu l'historique sur la mise en place de l'archéologie en France, et je vous détaillerai mon parcours, et aussi, voilà, ça va être assez illustré pour que vous puissiez voir concrètement en quoi ça consiste. Donc en fait, l'archéologie préventive, le but, c'est de sauvegarder les vestiges qui sont menacés de la destruction. Donc pour rejoindre le thème aussi du Festival international de géographie, on est aujourd'hui sur un thème au niveau de l'aménagement du territoire en France, et c'est exactement dans ce cadre que l'archéologie préventive intervient. Il faut savoir qu'en France, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'aménagements, les aménagements routiers, donc tout ce qui est autoroutes, les TGV, aussi toutes les périphéries de villes qui se sont aménagées autour des ZAC. Tous ces travaux ont entraîné énormément de destruction du patrimoine. Donc tous ces sites ont été plus ou moins détruits par les terrassiers. C'est arrivé aussi que certains sites importants qui ont été trouvés ont été signalés au service de l'État. Suite à ça, il y a des fouilles qui ont été mises en place, ça s'appelle des fouilles de sauvetage. En fait, les fouilles ont été réalisées après les travaux, de façon à sauver le patrimoine qui restait. Donc ça, c'est courant dans tout le courant des années 80, aussi au niveau des années 90. Et au début des années 2000, on a vraiment pris conscience qu'il fallait mettre en place toute une législation pour commencer à sauver le patrimoine. Donc, il faut savoir que dans le cadre du sauvetage des vestiges, c'est l'État qui a joué un rôle important. Donc, au début des années 2000, on s'est pourvu d'un outil législatif. Bon, c'est un peu technique, mais il faut que je vous raconte toute la petite histoire. Donc, c'est le Code du patrimoine, et c'est lui qui rassemble toutes les lois au niveau de l'archéologie. Et c'est là que l'archéologie préventive a été créée. Le but n'étant plus de fouiller les vestiges après qu'ils soient trouvés. Enfin, ils sont trouvés. Le but, c'est que le vestige soit fouillé avant, en fait, qu'on intervienne avant, qu'on sauve le patrimoine et que les travaux puissent avoir lieu après. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ça apparaît, on pense toujours que l'archéologie, c'est à l'étranger, c'est aussi au niveau des reportages et de tout ce qui est véhiculé, mais en fait, il y a beaucoup de fouilles d'archéologie en France. Donc, à partir du moment où il y a des aménagements, les communes, donc là, je vous ai mis quelques chiffres, en fait, donc il y a des diagnostics et des sites qui sont fouillés. Et donc, ça, c'est comme je vous le disais, c'est vraiment l'État qui intervient pour prescrire des fouilles. Moi, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Donc, j'ai fait des études d'histoire à la fac à Nancy. Donc, dans le cadre de ces études, j'ai fait donc des cours d'histoire de l'art et donc d'archéologie. Et c'est comme ça que je suis venue au métier. Contrairement à ce que vous pourrez penser, ce n'est pas une passion depuis que je suis toute petite, mais j'ai trouvé que c'était un métier qui alliait, on va dire, une partie technique et une partie étude qui me conviennent très bien. Donc, j'ai un bon sens de l'observation, et ça, c'est vraiment la base du travail d'archéologue. Savoir observer, retrouver l'anomalie pour pouvoir détecter les vestiges. Et comme tous les archéologues en France, j'ai commencé à faire des fouilles programmées. Donc, les fouilles programmées, c'est un autre pan de l'archéologie. Contrairement au préventif où on intervient dans le cadre des travaux, c'est des chantiers qui sont connus, et tous les ans, des équipes de fouilles viennent fouiller et continuent à fouiller le même site pour en extraire les données scientifiques. C'est souvent des professeurs de fac ou des archéologues confirmés qui font ça. Et donc, c'est des équipes de bénévoles qui participent à ça, et notamment les étudiants. Donc là, c'est quasiment les premières armes de tous les archéologues. On commence par ça. Ça nous permet de savoir si ça nous plaît, parce que c'est pareil, on peut avoir des idées sur le métier et pas vraiment se rendre compte de ce que c'est concrètement. Donc là, je vous ai mis quelques photos de mes fouilles. Donc l'avantage de l'archéologie programmée, c'est que on choisit le site qu'on fouille, la période, et souvent on le fait en été quand il fait beau pendant les vacances.
Donc moi, je suis partie fouiller en Espagne pour mes premiers sites. Voilà, tant qu'à faire, autant profiter. Donc là, vous voyez une photo des fouilles, de mes premières fouilles d'archéologie. Donc ça a l'air plutôt sympa, il fait beau, colonie de vacances. Donc voilà. Donc là, je suis avec une de mes amies, on est en train de fouiller, donc vous voyez qu'on est pieds nus dans les tranchées avec de l'eau. Donc ça, c'est vraiment des très bons souvenirs, et c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier qui pouvait me plaire. Je vous ai mis sur les photos suivantes, voilà, on est en train de travailler au soleil, donc c'est plutôt agréable. Et sur les photos suivantes, je vous ai mis, ça c'est une des plus belles en fait, je vais vous montrer la découverte. On est en train de fouiller donc avec d'autres étudiants. Donc la photo elle a été prise par le chef de chantier juste au moment de la découverte. On était en train de piocher dans des niveaux de terre et on a vu un tout petit bout de bronze qui commençait à apparaître. Donc il est arrivé et il a entendu qu'on criait. Il a pris la photo. Et donc voilà ce qu'on a sorti, c'est une partie en fait des objets. Donc il y avait 2 niveaux de terre, un premier niveau et des petits bouts de bronze qui dépassaient. Plus on a dégagé, voilà la pièce la plus importante qu'on a dégagée. Donc ce site-là, c'est un temple gallo-roman. Et dans les niveaux de destruction du temple, on a retrouvé des fragments de statues, parce qu'à la destruction du temple, ils ont entre guillemets désacralisé les statues et ils les ont jetées dans des couches de démolition. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça, c'est un chouette souvenir que j'avais de mes souvenirs de programmer. Donc maintenant, je ne fouille plus en Espagne, je fouille en France, comme je vous le disais, dans le cadre préventif. Et donc je vais vous présenter l'essentiel de mon travail. En fait, l'activité que je fais le plus, c'est du diagnostic. Le diagnostic, c'est la première étape de l'archéologie préventive. C'est-à-dire qu'un aménageur veut construire, je ne sais pas, un parking, par exemple. Il va déposer un dossier, des permis de construire. Ces dossiers vont être examinés par les services de l'État et en fonction de l'endroit où il va vouloir construire son parking, ils vont prescrire ou non un diagnostic archéologique. Si les travaux se trouvent dans une zone sensible, il y aura un diagnostic qui va être réalisé. Donc voilà la forme que ça prend. C'est-à-dire que sur un terrain donné, on vient avec des pelles mécaniques et on fait des trous dans le sous-sol. Donc là, vous voyez qu'il y a une grande surface. Le but, c'est de faire des trous à peu près à hauteur de 10% de la surface du terrain. Depuis maintenant 20 ans, on sait qu'à peu près 10% de surface sondée, ça permet de détecter les sites, même les plus petits sites. Parce que forcément, il y a des sites de plus ou moins d'importance et des sites des vestiges plus ou moins visibles. On s'est rendu compte avec les statistiques que ça permettait, que c'était un bon ratio. Donc là, concrètement, je vous montre comment ça se passe. Donc moi, je suis devant la pelle mécanique. Donc on travaille avec des chauffeurs, c'est pas moi qui conduis la pelle, hein. Moi je suis juste devant. Donc je regarde, ils décapent petit à petit, par petite couche de terre de 5 cm, et c'est là que je vous disais que le sens de l'observation intervient bien. C'est que le but, c'est que moi, que je repère l'anomalie. Elle peut être géologique, elle peut être donc naturelle, mais je dois faire la différence entre le terrain qui est en place et des anomalies qui pourraient être des vestiges potentiels. Donc voilà une autre illustration d'un de mes chantiers qu'on a fait, donc c'était en Champagne-Ardenne. Donc là, c'est clairement dans des travaux d'aménagement du territoire, c'est sur le tracé d'un gazoduc. Donc on a sondé 10 km de tracé avant la pose d'un futur gazoduc. On voit la différence avec l'archéologie programmée, il ne fait pas beau, on a des casques, des gilets, et c'est beaucoup plus professionnel. Donc moi, je travaille pour l'INRAP, qui est un institut national de recherche en archéologie préventive. C'est un institut d'État qui dépend du ministère de la Culture, mais il y a d'autres organismes aussi qui réalisent des fouilles préventives. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu les conditions de travail. Donc ça, c'est un exemple des vestiges qu'on va pouvoir trouver. Donc quand je vous parlais des anomalies, là, on voit très bien que le terrain naturel, en fait, c'est donc les zones blanches. Et en décapant avec la pelle mécanique, petit à petit, on a vu une trace linéaire foncée qui est apparue. Donc ça, c'est un fossé, c'est un ancien fossé. Ce qui est assez intéressant ici, on voit que c'est pas profond, en fait. Donc des fois, les vestiges, on s'imagine qu'ils pourraient être enterrés à des profondeurs pas possibles, mais en fait, là, pas du tout. Ça va dépendre du terrain géologique. Si on a un endroit où ça a été érodé, les vestiges auront une faible épaisseur, et après on peut être dans des fonds de vallons où les vestiges vont être recouverts, ou par exemple en ville où il y a eu beaucoup d'occupation, et donc plus on va descendre dans le terrain, plus les vestiges seront anciens. Toujours sur le même site,
Donc là, on voit bien une forme circulaire. Donc moi, je suis venue la couper la couper, faire une coupe en quart, on appelle ça techniquement, pour voir le profil. Et ça, c'est un puits, en fait, qui date de la protohistoire. La protohistoire, en fait, c'est la période entre 800 et, on va dire, 100 avant Jésus-Christ. D'autres types de vestiges qu'on va pouvoir retrouver qui seront plus visibles et plus parlants. Donc là, c'est un mur, c'est sur un chantier en Meuse. Donc vous voyez bien la partie en avant avec les parements et puis la partie des fondations. Donc là, c'est pareil. Alors là, on voit que c'est beaucoup plus profondément enfoui. C'est toujours sur le chantier du gazoduc. En fait, c'est une ancienne voie romaine. Donc ça ne paye pas de mine. On pense que normalement, les voies romaines, on imagine Pompéi ou Rome. Pas du tout. Là, on est en Gaule et on est sur un itinéraire secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chemin de terre. Bon, la façon dont nous, on retrouve ça, c'est donc les traces. Cette fois-ci, c'est les traces blanches qui sont encaissées dans un niveau plus marron. Et je sais que cette voie date de la période gallo-romaine parce que j'ai trouvé de la céramique, en fait, dans les ornières qui m'indique la période de ce chemin. Donc suite à ça, suite au diagnostic, on fait donc les trous, je prends des photos, je fais des relevés et je rends un rapport au service de l'État. Si les vestiges sont jugés peu importants ou, pas très denses, ils choisissent de ne pas prescrire de fouilles. Ils ne donnent pas suite. Le terrain est rendu à l'aménageur, il peut construire. Par contre, si les vestiges sont jugés importants ou avec une perspective d'études scientifiques avec beaucoup de débouchés, ils vont prescrire une fouille archéologique. Ça, c'est le deuxième temps vraiment de l'archéologie préventive. Donc cette fois-ci, on revient sur le terrain, mais on ne fait plus des petits trous, on décape sur une large surface l'ensemble des vestiges qui ont été reconnus. Ici, c'est une fouille qui a été réalisée par une de mes collègues dans les Vosges, à Damblin. Donc, c'est vraiment à l'ouest des Vosges. C'est sur le site, c'est sur une ancienne base aérienne. Et ils avaient découvert au diagnostic les vestiges d'une villa gallo-romaine. Donc là, c'est une vue aérienne, donc j'ai pris une vue assez parlante pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du site. Donc on voit très bien les constructions. Je vais vous montrer d'autres schémas. Donc là, ça, c'est les conditions de fouille. Donc, cette villa, elle a été fouillée aussi bien au printemps qu'en automne. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas d'intempéries dans le métier. Donc, s'il pleut, on y va. On n'a pas le choix. donc voilà, on fouille sous abri, on est assez équipé, mais ça peut être des conditions qui sont assez difficiles. D'autres vues de la fouille. Donc, là, on est en train de fouiller. Donc, vous voyez à l'arrière-plan une pelle mécanique. On peut utiliser des petits engins mécaniques. Mais la fouille, quand on arrive à un degré de précision, on va être avec des truelles ou pelles ou pioches. Donc ça, c'est une photo qui est assez sympa. C'est la partie thermale en fait, de cette villa. Donc ils avaient des bains qui étaient chauffés en fait. Et ici, les vestiges sont particulièrement bien conservés. Vous voyez une pièce pavée. Et dans l'angle en bas à droite, vous avez une petite baignoire. En fait, c'est donc la partie des thermes. Moi, ce que j'ai fouillé, c'est la pièce qui est en bas à gauche, qui s'appelle le praefurnium. C'est une pièce de chauffe, en fait. C'est le foyer qui permettait de chauffer les autres pièces. Donc, je vais simplement montrer les étapes de la fouille. Donc, voilà la fouille du praefurnium par mauvais temps. Donc là, je suis en bas dans la tranchée. Donc voilà, comme je vous dis, on est loin de Lara Croft. Hein, c'est gilet de sécurité. C'est un peu moins... Donc là, les collègues se moquent un peu de moi parce que je suis dans la boue. Donc j'ai vidé petit à petit en fait tous les niveaux de terre en prenant des notes, en récupérant le mobilier. Et plus je vide les niveaux de terre, plus je remonte dans le temps. C'est-à-dire que les niveaux de terre qui remplissent correspondent à l'abandon de la maison. Les gens habitaient là, ils sont partis, la maison est tombée, et petit à petit, la terre est venue recouvrir les différents vestiges. Donc là, c'est le désespoir en cours de fouille, donc je voulais vous montrer. Et la photo suivante, voici la pièce une fois qu'elle est vidée. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des couloirs de chauffe, je ne sais pas si vous voyez les petites arcades, en fait. Et donc là, je suis en train de prendre des notes suite à la fouille. Donc d'autres images de terrain de fouille, on va avoir une fouille de cimetière. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais récemment dans Épinal, en fait, on a fouillé un cimetière autour de la basilique. Donc ça, c'est des sites qui sont connus. On sait qu'à la période médiévale, on enterre les morts près des églises. Et là, ils font des travaux en ce moment dans Épinal. Et donc on a intervenu pour fouiller sur le cimetière. Ça, ce n'est pas des images de la fouille d'Épinal, mais c'est simplement pour vous illustrer.
Ça, c'est les types d'objets qu'on peut trouver. Donc ici, on est sur un collier. En fait, ça c'est daté de l'âge du bronze. Donc voilà, c'est pour vous montrer la conservation et dans quel état on retrouve les vestiges. On peut retrouver aussi ça. Parce qu'on ne trouve pas tout le temps des belles choses. Enfin, voilà. La semaine dernière, je suis tombée sur un dépotoir des années 60, donc c'est pas sympa non plus, quoi. Avec pollution et tout ce qui va avec. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on fouille de plus en plus les périodes récentes. C'est-à-dire que depuis quelques années, on commence à fouiller les vestiges de la guerre 14, ce qu'on ne faisait pas encore il y a 10 ans. Maintenant, c'est inscrit dans les programmes de recherche et on fait vraiment de l'archéologie contemporaine, quoi. Donc, suite à la fouille, donc, comme je vous disais, comme pour le diagnostic, là, on prend toutes les données scientifiques et une fois qu'on a fini de fouiller, l'aménageur peut construire et reprendre possession de son terrain. On emmène tout ce qu'on peut, mais les murs, on les laisse sur place, ils sont détruits, mais nous, on a pris les informations scientifiques. Ensuite, on rentre en laboratoire et on va étudier les données. Donc là, je vous ai mis quelques clichés, c'est des traces d'ancrage de bâtiments qui étaient sur poteaux. Donc nous, on ne retrouve que le trou. Et dans les rapports de fouilles, on va faire des restitutions. On va présenter le plan et on va restituer le bâtiment qui devait être là, à la place là. Donc tout ce qui est des vestiges construits en bois, c'est beaucoup moins parlant que les murs, on a du mal à se représenter. Donc on travaille aussi avec des méthodes de restitution. Surtout pour la valorisation et la présentation au public, c'est assez important. Une des disciplines connexes, ça va être la céramologie. Donc là, c'est les personnes qui étudient toutes les poteries. Donc, ils remontent les vases. Le but, c'est d'apporter des données au niveau de la datation. On sait, quand on trouve un pot, comme je vous disais pour la voie, si ça date de la période gallo-romaine, si c'est de la période moderne. Donc, c'est des indices chronologiques qui sont importants pour nous. C'est l'assemblage de toutes les petites choses qu'on va trouver qui va nous permettre de restituer le site. L'anthropologie, pour l'étude des squelettes. On a aussi la numismatique, l'étude des pièces de monnaie. Pareil, ça a une valeur chronologique. L'étude du lithique, donc ça c'est pour les périodes anciennes, donc ça va être les éclats de silex pour la préhistoire. Donc j'ai des collègues qui sont spécialisés dans toutes ces disciplines. Là ici je vous ai mis une planche de petits objets, c'est des objets de parure, des fibules, en fait c'est des sortes de broches qui permettaient d'accrocher les vêtements, ça c'est la période gallo-romaine. Donc voilà, en résumé, nous fouillons, c'est votre histoire. C'est exactement ça que je fais au quotidien. Et il y a une autre action qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'on présente de plus en plus les résultats au public, ce qu'on ne faisait pas avant. Les gens n'ont souvent pas connaissance en fait, du patrimoine. On pense qu'en France, il n'y a pas forcément grand-chose. Souvent, quand j'arrive sur un terrain, on me dit « Non, mais il n'y a rien ici, laissez tomber, ça ne sert à rien ». Et en fait, on trouve des choses, les gens ne s'en rendent pas compte et ne pensent pas qu'il y a des gens qui sont passés là à la préhistoire, pareil à l'âge du bronze et à l'époque gallo-romaine. Donc on a des manifestations culturelles. La semaine prochaine, je vais travailler avec des scolaires dans le cadre des journées de la science. Donc on fait des ateliers de fouilles, on leur présente à un niveau abordable notre métier. Et en juin aussi, on a les journées nationales de l'archéologie. Donc là, ça existe depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est l'occasion, si vous avez des sites qui ne sont pas loin de chez vous, c'est vraiment l'occasion d'aller visiter un chantier de fouilles et de voir concrètement ce qu'on fait. Et c'est sans oublier aussi les journées du patrimoine, donc les portes ouvertes. Voilà, ça rend le métier plus accessible et ça permet de faire comprendre pourquoi on fait ça. On ne retarde pas les travaux, on sauve le patrimoine. Enfin, du moins, on essaie. Donc voilà, merci de votre attention.